Bonjour chers frères et sœurs. Excusez-moi si je ne fais pas de dictée ces derniers temps parce que l'heure est grave, il faut parler au sofa de Dominique Ouattara. Ici, je vais vous montrer ce que la Côte d'Ivoire deviendra si Ouattara commence avec ses mercenaires qui sont dans les forêts de l'Ouest et de Bégerville, commence, dis-je, à attaquer l'AES. Avant de vous dire comment sera la Côte d'Ivoire, je veux que vous me laissiez le temps de m'adresser au sofa de Dominique Ouattara, au petit sofa de Dominique Ouattara. Écoutez le petit apprenti du coupeur de tendons qui va apprendre à couper les tendons. Écoutez-le nous donner sa situation géographique, c'est-à-dire qu'il est en France et il encourage les jeunes du Nord à aller se battre contre l'AES. Alors, écoutez sa situation géographique et nous allons en parler. Il vous indique sa situation géographique. Regardez-la. Nous sommes ici, voilà. Je venais un peu visiter, admirer. Je suis à Saint-Denis, voilà. Voici le pont de la favela. Voilà, donc je salue tous les soldats de la favela. Nous sommes ici, voilà. Je venais un peu visiter, admirer. Je suis à Saint-Denis, voilà. Voici le pont de la favela. Il parle de favela à Saint-Denis. On sait ce que renferment les favelas, avec tout ce qu'il y a comme cartel de drogue et autres. Alors, je vais lui indiquer, lui dire ce que le patron de son patron, c'est-à-dire, on l'a vu dans les mains, dans les bras de Gon Coulibaly, du défunt Gon Coulibaly, on l'a vu aux côtés du coupeur de tendons Bob le mannequin. Gon Coulibaly lui-même obéit à Alassane Ouattara et Alassane Ouattara obéit à son maître Sarkozy. Même si aujourd'hui c'est Macron qui est président de la République de la France, il faut que les sofas de Dominique Ouattara comprennent que l'administration est continue. Qui a été le successeur de Sarkozy? C'est bien Macron. Donc Macron continue la politique de Sarkozy en Côte d'Ivoire. Alors je voudrais que ces derniers comprennent la politique intérieure de Sarkozy. Parce que cette politique intérieure-là, c'est écrit dans les documents. Ils vont mettre ça en pratique. Voilà ce que Sarkozy dit des quartiers peuplés par les Africains. Écoutez, peuplés par les Africains et les Arabes. Écoutez ce que dit Sarkozy. Donc Saint-Denis fait partie de ces quartiers-là. Écoutez. Nettoyer au Karcher, le terme ça sert à rose. Parce qu'il faut nettoyer. Le terme nettoyer au Karcher, le terme ça sert à rose. Parce qu'il faut nettoyer cela. En quoi, ministre de l'Intérieur, je n'étais pas aussi chez moi, à la Courneuve, au Tarteret ou ailleurs. Il a pu m'arriver de blesser des gens, j'ai pu être maladroit, ça c'est certain. Mais le Karcher, c'était pas une maladresse. C'était la volonté de dire, on va aller en profondeur chercher ces trafiquants. Quand toi tu grandis et que tu allumes la télé et que tu as l'impression que la cité c'est que des voitures qui brûlent et des gens qui se font agresser, ou qu'on est des cafards qu'on doit nettoyer au Karcher, ça fait mal. Ce jour-là, il a fait ça. Tu vois, il a pointé. Il a dit, c'est eux. 4 mois plus tard, la situation est encore plus tendue. J'avais dit je vais à Argenteuil en pleine nuit, parce que la ville était gangrénée. Une centaine d'individus m'attendent, on reçoit des boulons, on reçoit des pierres. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Là, quand il dit cette bande de racailles, même les parents sont concernés. On est en train de parler de l'endroit, en fait. C'est comme ça qu'on le ressent. Ça nourrit l'amalgame chez les autres et la colère chez nous. Le terme nettoyer au Karcher, le terme ça sert à rose. Parce qu'il faut nettoyer. Ici, Sarkozy a menacé ces quartiers.
Il dit qu'il va les nettoyer au Karcher. C'est-à-dire les favelas et tout ça, il va se débarrasser de ça. Les gens se sont sentis offensés. Vous avez vu les uns et les autres parler, ceux qui habitent ces Karcher. Mais Sarkozy va mettre sa parole en exécution. Il va se débarrasser, effectivement, des Noirs de ces quartiers peuplés. Vous me dites comment? Eh bien, je vais vous demander vous-même, comment Ouattara s'est-il débarrassé de Gon Coulibaly? Alassane Ouattara savait que s'il choisissait comme successeur son frère à l'époque, au moment où vivait Gon Coulibaly, le RDR se serait divisé. Parce qu'il n'y avait pas plus compétent que Gon Coulibaly. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire pour faire la place à son frère? Il s'est débarrassé de lui. Comment? Mais quelqu'un qui, me semble, en 2014, subit, disons, une intervention chirurgicale au cœur. On lui donne un autre cœur. Il va pour des soins. Il dit qu'il est allé pour un contrôle en France et le contrôle a mis 2 mois. Et si vous allez pour un contrôle à l'hôpital, ça a duré quelques instants. Mais lui, son contrôle a mis 2 mois. Et il dit lui-même qu'on lui a demandé de se reposer. Je vous ai fait parvenir la vidéo, je vous ai montré la vidéo hier. Dans la vidéo d'hier, il y a ce témoignage, cette confession de Gon Coulibaly lui-même, qui dit que le médecin demandait à ce qu'il se repose. Mais en voulant faire plaisir à Alassane Ouattara et à son épouse, il va nous dire que c'est eux qui l'ont amené dans l'au-delà. Comment? Parce que quelqu'un qui doit se reposer pendant 2 mois, matin et soir, tu l'appelles. Matin et soir, tu l'appelles. Et tu parles de quoi? Des problèmes du pays. Les problèmes même de famille. Là. Quand on vous dit, ah, il y a le courant à payer, il y a le loyer à payer, ton cœur bat déjà. Parce que tu te dis, tu regardes ton salaire, est-ce que ça va permettre de payer ton courant, de payer, disons, de payer le loyer et autres, si la maison ne t'appartient pas. Alors, imaginez quelqu'un à qui l'on parle d'inondation, on parle des rebelles qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, on parle des problèmes de la Côte d'Ivoire chaque jour, matin et soir. Et il a un problème cardiaque. Mais ça va céder. Et Ouattara savait que son cœur allait céder. Mais il fallait l'accompagner parce que dans sa tête, Ouattara voulait comme successeur, comme premier ministre successeur, son frère. Mais s'il le faisait à l'époque de Gon Coulibaly, le RDR aurait été divisé. Donc il a accompagné, Dominique et lui l'ont accompagné. Vous voyez, il y a plusieurs manières de faire mourir quelqu'un, d'éliminer quelqu'un. Et où il est mort? Sur son lieu de travail. Parce qu'il était épuisé, fatigué. Il est mort sur son lieu de travail. Alors ici, je vous dis comment, de manière indirecte, Sarkozy va se débarrasser de vous à Saint-Denis et dans tous les quartiers qu'il a cités. Pour ce faire, je vais vous montrer une vidéo. Parce que Ouattara, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, Ouattara est le Zelensky africain. Pourquoi? Parce que Zelensky est utilisé pour aller combattre la Russie. Utilisé pour aller combattre la Russie, l'explication qu'on vous donne sur le plan politique, sur le plan économique, c'est que la Russie est venue, disons, défendre ceux qui parlent langue russe. Donc c'est la Russie qui est venue attaquer les Ukrainiens. Donc on vous dit, la Russie a tort. Ça, c'est leur problème. Ils savent comment juger leur affaire. Mais ce qui est certain, c'est que l'Ukraine va se battre contre la Russie par procuration. Parce que derrière, c'est l'OTAN qui combat. C'est toute l'Europe qui est en train de combattre la Russie. Les Américains leur donnent des armes, les Européens leur donnent des armes pour aller combattre la Russie. Vous voyez, c'est comme nous aujourd'hui, nous allons combattre l'AES qui est sous le couvert
je ne dirais pas de la Russie, mais qui collabore avec la Russie. Alors, le combat de Zelensky est le combat d'Alassane Ouattara. Par procuration, ils veulent combattre les pays qui coopèrent avec la Russie. Parce que ce sont les pays de l'AES qui sont libres. On n'a pas dit qu'ils sont choisis d'autres mettre les Russes, non. Ils sont libres, ils sont souverains. Ils achètent des armes avec l'Iran, ils achètent les armes avec la Turquie, ils achètent des armes avec la Russie, ils coopèrent avec les pays qu'ils veulent. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La France n'est pas contente, Macron n'est pas content. Alors, il va utiliser la même méthode que Zelensky. Mais je vais vous montrer d'abord ce qui se passe chez Zelensky en Ukraine, et comme ça, vous allez comprendre ce qui va se passer en Côte d'Ivoire dès que ces mercenaires vont s'en prendre à l'AES. Voilà pourquoi je vous demande ici, parce que je vais vous montrer la vidéo d'un frère africain qui a fait cette analyse, et elle est belle. Voilà pourquoi on vous dit de vous abonner par million. Si vous vous abonnez par million, le combat sur le plan informationnel continue, ce combat dont a parlé Tchani. Parce qu'avant d'aller sur le terrain, il faut vaincre le combat au niveau de l'information. Voilà pourquoi on vous demande de vous abonner. On ne vous demande pas de payer de l'argent. On ne vous demande pas. Les abonnements sont gratuits. Vous allez sur la cloche, vous vous abonnez. Dès que vous allez vous abonner, vous allez recevoir des informations que vous allez passer à vos frères. Pour dire, ah, voilà ce qui arrive. Faites attention. Voici ce que les sofas de Dominique Ouattara sont en train de faire. Donc, regardez la vidéo de ce frère, qui est une vidéo très intéressante, qui, en parlant de l'Ukraine, nous parle indirectement de la Côte d'Ivoire. Parce qu'à partir de ces analyses, nous pouvons voir la Côte d'Ivoire de demain dès qu'elle va commencer à attaquer l'AES. Regardez cette vidéo. Emmener de force pour combattre la Russie. Voici la démocratie en Ukraine. Même le peuple est fatigué. Les prêtres sont arrêtés et emmenés de force pour combattre la Russie. Les Ukrainiens sont enrôlés de force dès que leur nom figure sur les registres militaires. Des hommes, des femmes, des grands-pères, des jeunes en âge de combattre sont traqués dans les rues, tandis que le pays se vide de sa population. La guerre, affronter la Russie, joue le rôle de proxy, a décimé une génération en Ukraine. La population diminue drastiquement, les Ukrainiens fuient, les familles se dispersent et le pays s'enfonce dans une crise démographique sans précédent. En 1990, l'Ukraine comptait environ 52 millions d'habitants. Aujourd'hui, en 2026, 36 ans plus tard, les estimations tournent autour de 28 à 29 millions d'habitants. Le taux de mortalité est élevé, l'exode est massif, résultat, le pays se vide. Mais il y a 30 ans, Kiev était une grande ville européenne prospère. Le russe y était largement parlé et les tensions linguistiques et culturelles étaient bien moins importantes. L'Ukraine entretenait de très bonnes relations avec l'ensemble de ses voisins. Puis est arrivé le coup d'État de 2014, financé par l'Occident. Aujourd'hui, l'Ukraine est l'un des pays les plus ravagés d'Europe. Guerre, corruption, pauvreté, criminalité, exode massif. Le pays est détruit et profondément divisé. Et pendant ce temps, certains journalistes français qui sont payés continuent de blanchir l'image de Zelensky et de présenter son gouvernement comme un modèle de démocratie. Quelle honte. L'Ukraine a perdu la guerre. De 2022 à 2026, la Russie a mené une guerre d'usure et ça paye. L'Ukraine est en train de sombrer. Et si cette guerre continue, il ne restera bientôt plus grand-chose de ce pays. Plus la guerre durera, plus la reconstruction sera difficile. Et ceux qui soutiennent le régime de Kiev sont mentalement instables. Voici la démocratie. Vous voyez que les Européens, eux, ils n'envoient que des armes. Ils n'envoient pas des hommes. Quelques hommes vont, mais ce n'est pas assez d'hommes. Mais qui paie le prix de cette guerre? C'est Zelensky et l'Ukraine. Ce sont les Ukrainiens qui meurent. Vous avez vu, on vous dit en 30 ans, 36 ans, ils ont perdu la moitié de leur population. Des 56, ils sont réduits à 28 millions. Ils ont perdu plus de la moitié de leur population. Et pourquoi? Parce que les Européens vont venir demain se servir de leurs minéraux. Mais ce que je voudrais que vous compreniez, ce n'est pas, je ne parle pas pour le monde de l'économie, on va parler de ça après. Ce que je voulais vous faire comprendre,
c'est qu'ils ont choisi un pays qui se bat par procuration avec leurs soldats, avec leur population. Alors, lorsque Ouattara va commencer sa guerre contre l'AES, ce sont les Ivoiriens qu'on va envoyer au front. Ce sont les militaires ivoiriens qui iront au front. Et lorsqu'ils vont diminuer en s'entretuant, c'est-à-dire qui va aller combattre les Burkinabés? Ils vont envoyer des Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Vous êtes à l'aise aujourd'hui, vous mangez à Côte d'Ivoire, vous dites oui, le pays vous appartient parce que vos parents ont travaillé en Côte d'Ivoire alors qu'ils ont été rémunérés. On vous demande seulement de respecter les lois du pays. Vous dites non, vous voulez prendre nos maisons, nos terres, le fauteuil présidentiel. Ok. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand la guerre va commencer, ils vont dire, vous les Burkinabés, vous connaissez mieux IB, vous connaissez mieux le Burkina Faso. Vous allez perdre votre bonheur en Côte d'Ivoire. Vous allez aller au front. Les jeunes Maliens, déjà, on voit le coupeur de tendons malien qui est au front. Il va vous appeler à aller combattre le Mali. Ils vont vous envoyer au Mali. Et si vous ne voulez pas, ils vont vous prendre de force. Donc, petit de Saint-Denis, je ne connais pas ton nom. Sache que demain, tu seras au front. Mais c'est là que Sarkozy va réussir sa politique. Parce qu'on va vous demander d'aller combattre. On vous avait reçu de l'argent. Eh bien, l'argent que vous avez reçu, on va vous amener. La France va envoyer des soldats dans vos maisons. Vous dites, vous avez reçu de l'argent pour aller combattre. Allez combattre. Donc Saint-Denis sera vidé. Les quartiers où il y a beaucoup d'Africains seront vidés. Et ainsi, Sarkozy aura atteint ses objectifs. Nettoyer les quartiers au Karcher. Vous allez aller combattre. Vous avez vu qu'on prend même des prêtres en Ukraine pour aller combattre. Des femmes pour aller combattre. Des gens fuient. Vous voyez comment on les poursuit dans les voies. Eh bien, c'est ce qui va se passer quand la guerre va se déclencher. Quand Ouattara va déclencher la guerre pour son petit frère, pour le fauteuil de son petit frère, il va déclencher la guerre contre l'AES. L'AES sera soutenu par les BRICS. Ils vont les soutenir. La Chine va soutenir l'AES, la Russie va soutenir l'AES, la Corée du Nord va soutenir l'AES, et la France va nous laisser au front, nos militaires au front, et on va vous décimer un à un. Et maintenant, ils vont demander à nous autres, à nos enfants, de venir de force combattre l'AES. Mais il ne faut pas compter sur nous. Vous voyez, il ne faut pas compter sur nous. C'est ce qui va se passer. Donc, la vidéo du frère, je vous l'ai faite voir pour que vous puissiez comprendre que ce qui se passe en Ukraine avec Zelensky va se passer en Côte d'Ivoire avec Zelensky, l'Africain, Alassane Ouattara. Vous voyez? Et Alassane Ouattara est l'un de ces Noirs. Vous voyez, quand vous marchez dans les rues en Europe, vous rencontrez quelquefois des Noirs qui sont avec des Blancs, des Blancs-fouets. Et puis, ces gens-là, ils ne vous saluent même pas. Ils ne vous regardent même pas. Parce que c'est comme s'ils avaient honte de vous. Eh bien, Alassane Ouattara a honte de vous. Il a honte des Djoula. Si vous ne savez pas ça, il a honte des Djoula. Regardez ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire pour pouvoir avoir le pouvoir. Regardez. L'Union européenne a imposé un embargo sur les médicaments destinés à la Côte d'Ivoire. Cela fait partie des sanctions infligées à la Côte d'Ivoire pour raisons politiques. Les conséquences sont désastreuses dans les hôpitaux. Comme l'Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Union européenne est en train d'appliquer la solution finale en exécutant un holocauste en Côte d'Ivoire. Les malades sont au fait de ce génocide silencieux. Pas de kit, il n'y a rien même. Et puis, je vais dialyser une fois dans la semaine, alors que normalement c'est 2 fois. Ce qu'on prenait à 2500 francs que pour pouvoir dialyser aujourd'hui, il faut au moins 20 quelques 25 000, 26 000 pour pouvoir dialyser. On ne peut pas. Et on dialyse 2 fois dans la semaine. Si pour une séance, tu dois payer 26 000. En 2 séances, c'est comme 50 et quelques mille. Mais là, quoi, qui va te dire? Tu vas mourir. Donc, on veut vendre tous nos trucs. On veut vendre tous nos pays à faire pour pouvoir venir dialyser. C'est ça nos problèmes. Nous avons diminuer les kits. Sinon, on va tous les dialyser, les corps vont mourir.
Au moins 24 personnes souffrant d'insuffisance rénale sont déjà mortes, faute de dialyse. Des milliers d'autres sont menacées. Très bientôt, les séropositifs n'auront plus accès aux traitements antirétroviraux. Cela constituerait un grand retour en arrière dans la lutte contre le sida. 90% des médicaments consommés en Côte d'Ivoire proviennent de l'Union européenne et 80% arrivent par voie maritime. Médecins sans frontières accusent la communauté internationale de provoquer une pénurie de médicaments aux conséquences mortelles. Le gouvernement ivoirien partage cet avis. Les autorités tentent de gérer la situation. On était à près de 60% de rupture. Concrètement, vous voyez ce que ça représente. Et puis, les colis qui vont dans les formations sanitaires ne sont pas très pleins. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire constitue un génocide dont les victimes sont les Ivoiriens, quelle que soit leur appartenance politique. Ils sont coupables de vivre dans un pays dont le président s'appelle Laurent Gbagbo. Pour l'Union européenne, ce crime mérite la peine de mort. La France a vraiment décidé d'exterminer les Ivoiriens. L'embargo sur les médicaments cause un grand tort aux Ivoiriens. Cet embargo pèse plus lourd que toutes les bombes de destruction massive. L'histoire retiendra un jour que la France est un pays génocidaire. Le commentaire de Olivier Kona. L'embargo sur les médicaments, c'était un génocide. RDR mourait, PDCI mourait, FPI mourait. Demain, ce sera PPACI en guerre, tout le monde en guerre, et nous tous, nous allons mourir. Ouattara s'en fout. Ouattara s'en fout de vous. Au contraire, il a honte de vous. Voyez, ce sont des présidents, les dictateurs africains sont ces présidents qui disent à la France, protégez ma famille et mon pouvoir. Le reste, je m'en fous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donnez-moi ce que vous devez me donner. Et puis, le reste, je m'en fous. Eh bien, c'est ce qui va se passer. Donc, cher Sofa, de Dominique Ouattara, qui protégeait les chocolatiers, quand la guerre de l'AES va se déclencher, eh bien, vous serez tous décimés. On va vous envoyer au front et vous serez décimés. Est-ce que Tchani vous disait, ils veulent que les Noirs africains disparaissent du continent pour qu'ils puissent exploiter nos richesses. Et c'est ce qu'on appelle, je vous ai dit toujours en politique, le darwinisme social. Les plus faibles doivent disparaître, les plus forts doivent régner. C'est ce qui se passe depuis longtemps. Voilà pourquoi aux États-Unis, on ne veut pas appliquer le plan Obama pour les maladies. On dit non, ça ne se passe pas comme ça. Celui qui ne va pas au travail, on ne va pas venir lui donner la santé. Donc, ceux qui ne veulent pas travailler, ceux qui ne veulent pas combattre, vont disparaître. Ceux qui sont riches vont vivre. Donc, progressivement, les Afro-Américains vont disparaître. Et les Occidentaux vont vivre parce qu'ils peuvent payer leur assurance, ils peuvent se soigner et autres. Eh bien, nous, en Afrique noire, c'est ce problème que nous avons. Sur le plan spirituel, on doit être loin du racisme parce que chacun cherche son Dieu et Dieu parle à chacun. Mais sur le plan politique et économique, nous devons être unis pour sauver notre race. C'est ce que vous ne comprenez pas. La race noire, puisque ça n'existe pas. Mais on dit la race noire. Bon, admettons, la race noire. Donc, nous devons exister parce qu'on veut nous éliminer. Voilà la guerre qui a lieu. Comme ils l'ont fait en Argentine, au moyen de la guerre, ils vont faire baisser notre démographie, qui est leur problème parce qu'ils ne veulent pas que celui qui a la démographie la plus importante, c'est ce peuple-là qui va diriger le monde demain. Et ils ne veulent pas que les Africains dirigent le monde demain. Donc, ils sont en conflit avec nous. Et malheureusement, vous, les petits sofas de Dominique Ouattara, vous ne savez pas à quelle sauce vous serez mangés. Vous voyez, je me suis dit, mais comment Gon Coulibaly, un homme avec toutes ses compétences aussi intelligent, comment se fait-il avoir par Dominique Ouattara et Alassane Ouattara? Mais sa famille était où? La famille de Gon Coulibaly était où? Vous ne pouvez pas dire, papa, moi chez moi à la maison, si cela se passait, ils avaient dit renonce à la politique. Si j'avais un problème au niveau cardiaque, et puis on me confiait une telle charge, ils avaient dit non, 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 on ne veut pas, on te veut en vie. Est-ce que vous aimiez vraiment Gon Coulibaly? Vous, ces femmes, ces enfants, est-ce que vous aimiez votre papa, votre mari? Parce que vous pouvez lui dire, tu es fatigué,
qu'il prenne quelqu'un d'autre. Il y a Ahmed Bakayoko. Mais il pourrait mettre son frère en disant que Gon Coulibaly était malade. Il y a plein, il y a les Bas-Congo. Tout cela, il y a les... Comment il s'appelle ce maire de Big Togo? Il pourrait les mettre là. Et puis tu allais vivre. Tu allais être un conseiller. Mais ils t'ont poussé vers la porte parce que ta présence gêne la succession de Téné Birahim Ouattara. Parce que si tu étais là, si Gon Coulibaly était là, il allait poser problème à la succession. Sa présence seulement allait poser ce problème à la succession. Parce que lui, c'était un homme compétent, qui a travaillé même avec le président Laurent Gbagbo. Et que le président Laurent Gbagbo a toujours apprécié. Mais celui-là, Téné Birahim, qu'est-ce qu'il sait? Il ne sait rien. Vous avez vu? Donc, comprenez que c'est pour tout ça que Ouattara a poussé Gon Coulibaly vers la porte. Actuellement, nettoyer au Karcher, ils vont commencer par cette guerre et ça va arriver à Saint-Denis. Ça va arriver dans tous les quartiers où vous avez reçu de l'argent pour soutenir Dominique Ouattara. Au nom de cet argent, vous serez obligé d'aller au front. Voilà ce que j'avais à vous dire. Dans peu de temps, je vais vous présenter la vidéo sur spirituel, sur l'attitude spirituelle à avoir, à adopter sur terre, pour que lorsque vous quittez cette terre, lorsque vous mourrez, eh bien, vous ne soyez pas jugés comme tous les autres. Voilà. Le Seigneur nous a donné cette possibilité aussi bien dans le Coran, partout. Il nous a donné cette possibilité-là. Alors, nous allons en parler maintenant. Après cette vidéo, une vidéo va suivre, mais elle sera spirituelle. Pensez à votre départ de cette terre. Vous ne savez pas quand Dieu vous appellera. Pensez à votre départ de cette terre. Voilà. Chaque jour, pensez à ça. Et Mahomet dit, vis comme si tu vas mourir demain ou comme si tu allais mourir dans 1000 ans. Donc, il faut être prévoyant par rapport aux 1000 ans, mais il faut être prêt à quitter cette terre si Dieu t'appelle aujourd'hui même, à l'instant même. Donc, je vous parle de spiritualité. Je vois que vous vous intéressez plus à la politique qu'à la spiritualité. Et bien, quand vous allez mourir, on va vous demander des comptes à ce sujet. Écoutez cette dame que je vais vous présenter dans la vidéo spirituelle, qui vous dit comment elle a été jugée, comment on lui a posé des questions sur des choses même qu'elle croyait futiles. Allez, à la prochaine vidéo et bonne soirée pour ceux qui ne voudront pas regarder.